matin, qu'on a mis un peu en retard, parce que d'ailleurs tu seras, je dis tu parce qu'on se connaît bien Emmanuel, on a longtemps été tous les deux à BFM. Absolument. Tu es resté parce que tu es arrivé quand même quelques années après moi, et moi je suis passé côté business, parce que je suis maintenant associé Ce que je ne saurais pas faire. de Teampact Ventures. Je te donnerai 2-3 conseils, si je peux me permettre, et tu verras, c'est pas si dur que ça. Contexte d'inflation, Emmanuel, de guerre en Ukraine, malheureusement, et de resserrement monétaire. Je ne sais pas si c'est la perfect storm que tu craignais, que tu attendais, mais en tout cas, c'est pas simple, on sera tous d'accord là-dessus. La question ce matin, avant de parler de micro, avec François Mickey-Marty dans un instant de Via Voice, qui a une étude en exclu pour nous et à vous dévoiler donc, ce matin. Ma question, droit au but, Manu, est-ce que c'est grave, docteur ? C'est comme toutes les périodes de bouleversement, de chamboulement. Je peux vous donner déjà ma conclusion, c'est que je pense que finalement, on est sur des bouleversements majeurs et que les événements récents, comme ce qu'on ne pouvait pas anticiper, type guerre en Ukraine ou Covid, sont des accélérateurs qui, au finalement, vont accélérer cette mutation bienvenue. Moi, alors, je ne suis pas du tout un spécialiste des fintech, je ne suis pas venu pour vous parler de ça. En général, quand on me demande de parler, je dis attendez, moi je veux bien parler de tout ce que vous voulez, mais me demandez jamais de demander à des concessionnaires, enfin à apprendre à des concessionnaires automobiles à vendre des bagnoles. Donc non, moi ce que je voulais, c'était vous cadrer un peu le moment que vit, pas seulement l'économie mondiale, mais que l'humanité vit aujourd'hui. Et de voir un petit peu, quand on met tout ça ensemble, quelles sont les tendances lourdes qui se dégagent pour l'économie mondiale. Parce que le moment que nous vivons est un moment absolument extraordinaire, unique. Jamais dans son histoire, l'humanité n'a dû affronter, vivre simultanément autant de bouleversements, c'est-à-dire vivre simultanément soit des changements qui ne se sont jamais produits ou qui se produisent à l'échelle de plusieurs milliers d'années. Je vous prends la mutation que nous sommes en train de vivre et qui ne s'était jamais produit à l'échelle de l'humanité, c'est la transition démographique. Pendant des millénaires, la population mondiale, c'était quelques centaines de millions. Ça a commencé à décoller à partir de 1800. Et là, on se retrouve avec une population multipliée par 6 en 3 siècles. C'est un formidable changement dans nos modes de vie, qui est dû à la fois à la chute de la mortalité grâce au progrès de l'hygiène, qui est dû à l'allongement de la durée de vie. Et on a effectivement une population mondiale qui augmente. Mais là, je voulais vous avertir sur une idée reçue qui est celle d'un monde surpeuplé, d'un monde dans lequel ça va être très compliqué de vivre, et où vous entendez souvent des gens qui vous disent que il faut limiter la population. Ne vous trompez pas, le monde qui vient, c'est un monde qui va se vider. Ça n'est pas un monde qui va être surpeuplé. Vous avez aujourd'hui... on est en train de tomber en dessous du ratio de renouvellement de la population mondiale. C'est-à-dire que ce ratio, c'est 2,1 enfants par femme. On est à 2,3 aujourd'hui. On était à 2,7 en 2000. Donc une fois qu'on aura passé le pic des 9 milliards, on a une population mondiale qui vieillit, avec effectivement ce que ça peut avoir d'impact positif en termes de rapport à la planète. Ce sera une planète plus calme, une planète plus écologique sans doute, mais aussi une planète plus terne, sans jeunesse, moins innovante et peut-être moins dynamique. Donc ne nous trompons pas de défis démographiques. Et ça ne s'était jamais produit. Simultanément, nous devons affronter évidemment le changement climatique. Le changement climatique, c'est un événement comme il s'en produit à peu près tous les 20 000 ans. La dernière fois que nous avons subi un grand choc de ce type, c'était... j'allais dire l'année, pardonnez-moi, c'était il y a 21 000 ans, et là, pour le coup, la température moyenne de la planète a augmenté de 4 degrés. Ça a été la fin de la dernière glaciation. C'est un défi majeur. À l'époque, le niveau des mers s'était élevé de 130 mètres. C'est un défi de la même nature que nous sommes en train d'affronter aujourd'hui. Donc, révolution démographique, révolution climatique, révolution technologique. C'est même une mutation quasiment anthropologique, c'est-à-dire la révolution digitale nous plonge dans un changement de rapport à nous-mêmes et au reste de l'humanité comme il ne s'en est pas produit depuis 7000 ans. Une mutation anthropologique, c'est un changement de notre rapport aux autres et de notre rapport à nous-mêmes. La dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a 7000 ans, quand l'homme s'est sédentarisé. L'homme a commencé à s'installer, l'homme a commencé à cultiver, l'homme a commencé à élever des animaux. Il n'avait plus besoin de se déplacer pour se nourrir.
il a commencé à construire des villages, des villes. Eh bien, nous vivons aujourd'hui un changement qui est du même ordre de grandeur, puisque cette révolution digitale, elle bouleverse tout, la façon dont on se loge, dont on se nourrit, dont on travaille, dont on se déplace, dont on s'amuse, la façon dont on se rencontre, la façon dont on s'informe et la façon dont on décide même de ses choix. Donc c'est bien une mutation anthropologique. Nous vivons aussi simultanément une révolution comme il ne s'en produit que tous les 3 ou 4 siècles, qui est le renversement des rapports de force géopolitiques. Je parle des grands renversements géopolitiques. La dernière fois, c'était quand la révolution industrielle a donné la suprématie mondiale à l'Europe occidentale. Je vous rappelle qu'avant la révolution industrielle, l'équation de l'économie mondiale, elle est assez simple. Un humain produit à peu près l'équivalent de $1 de richesse par jour, et donc vous avez un poids dans l'économie mondiale qui correspond à celui de votre population. C'est pour ça qu'avant la révolution industrielle, la Chine était la première puissance économique mondiale. Il y a eu cette parenthèse occidentale. Eh bien, cette parenthèse occidentale est en train de se refermer. La Chine, c'était il n'y a pas longtemps 25% de la population mondiale, 5% du PIB mondial. La Chine va retrouver sa place progressivement, avec 25% du PIB mondial, avec des ambitions géopolitiques qui sont sans doute aussi différentes et liées à son poids économique. Face à ça, vous avez des États-Unis qui, eux aussi, sont en train de refermer une parenthèse qui a été la parenthèse interventionniste qui a démarré après la Première Guerre mondiale, mais qui n'est pas fondamentalement dans la nature américaine. Et on voit que commençait à se développer une forme d'isolationnisme. Et puis l'Europe, qui était le continent phare des 3 derniers siècles, allez, si vous mettez la montée en puissance des États-Unis sur le dernier siècle, qui était quand même le 2e continent phare, l'Europe est en train de se laisser décrocher et n'est pas capable de tenir aujourd'hui la compétition avec le G2, avec les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Je n'oserais pas dire que l'Europe est un peu l'idiot du village global, mais c'est quand même un peu le cas, puisque si vous regardez tous les grands champs, nous sommes un peu dépassés sur tous les sujets, sur le plan technologique, sur le plan énergétique, sur le plan militaire, sur le plan financier. Et ça, c'est un bouleversement majeur sur, j'allais dire, ce que nous devons, les épreuves et les changements que nous devons affronter qui se produisent à des vitesses plus rapprochées, mais dont nous n'étions plus familiers. Les épidémies, ça se produit une fois par siècle, nous venons de le connaître. Et puis, à une échelle qui est plus une échelle de 1 ou 2 générations, mais il ne faut pas négliger ce changement, nous sommes en train de vivre un changement de nature du cycle économique, comme on en a connu il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on entre dans, alors appelez ça comme vous voulez, l'ère du capitalisme, je déteste le mot capitalisme néolibéral, etc., mais disons dans l'ère de la financiarisation de l'économie, où vous rentrez dans un monde où c'est la finance qui fabrique les cycles économiques et plus l'économie réelle. Hein, quand vous voyez par exemple que si vous faites le bilan mondial du monde, c'est-à-dire les actifs financiers du monde aujourd'hui, ça représente 18 fois le PIB mondial, c'est 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Et là, aujourd'hui, effectivement, cette parenthèse d'économie de bulle, où l'inflation avait disparu finalement de l'économie réelle pour se réfugier dans l'économie financière, avec une économie extrêmement dérégulée, des taux d'intérêt quasiment nuls, eh bien, ce monde est révolu et nous rentrons dans un nouveau monde. Il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est un peu déboussolé aussi, les moins de 60 ans ne savent pas ce que c'est que de vivre avec de l'inflation. Hein, puisque le dernier choc inflationniste, c'était, l'inflation élevée, c'est le milieu des années 80. Pour avoir vécu, travaillé au milieu des années 80, vous faites le calcul, il faut avoir à peu près 60 ans. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui aussi démunis face à l'inflation, que ce soit chez les chefs d'entreprise, que ce soit chez les gouvernements, que ce soit chez les banquiers centraux, que ce soit chez les opérateurs des marchés financiers, où personne n'a connu finalement ce que c'était que de vivre avec de l'inflation. Donc, vous voyez, c'est quand même une période assez extraordinaire, une espèce de lessiveuse que nous n'avons jamais connue à l'échelle de l'humanité. Et ce qui est compliqué, c'est que tous ces chocs qui se produisent simultanément ont des effets réels, mais sont tous avec des durabilités qui sont extrêmement différentes. Donc, une fois qu'on est bien conscient que nous sommes dans cette lessiveuse, quelle tendance tout ça dessine pour l'économie mondiale? Nous rentrons
dans un monde dans lequel l'horizon s'allonge. Incontestablement, on voit bien que nous rentrons dans un monde dans lequel le capitalisme devient plus durable, moins court-termiste, plus vert, sans doute plus riche de chances, plus riche de sens. Je vais y arriver, avec des mutations qui sont déjà engagées. Regardez la finance verte, regardez toute la pression mise par les clients, les actionnaires, les investisseurs sur les entreprises. Un monde dans lequel l'horizon s'allonge, c'est un monde dans lequel les cycles économiques vont être moins amples et plus longs parce que les déterminants des cycles économiques sont eux-mêmes moins cycliques. L'investissement des entreprises aujourd'hui, c'est de plus en plus de l'investissement continu, du flux continu. Vous renouvelez des logiciels, vous n'achetez pas une nouvelle machine comme vous en achetiez avant tous les 5 ans ou tous les 10 ans. C'est un monde où la consommation est moins cyclique aussi, vu le poids croissant des dépenses contraintes et des abonnements dans les budgets des ménages. Le budget arbitrable chaque mois par les ménages, aujourd'hui, il est de plus en plus faible. Vous êtes dans un monde moins cyclique parce que la gestion des stocks des entreprises a complètement changé et qu'on est plutôt sur des logiques de flux tendus. Et puis, on est dans des économies de services et plus dans des économies industrielles. Et les économies de services, évidemment, sont moins cycliques. Je vous ai dit qu'on était dans un monde dans lequel l'horizon s'allonge. On est aussi, paradoxalement, dans un monde dans lequel l'espace se rétrécit. Nous rentrons dans un monde de moindre mobilité sous toutes ses formes. Prenez la mobilité sociale. On est dans un monde dans lequel les inégalités ne sont plus un moteur du progrès économique et social comme ça a été le cas. Et on voit bien que les situations sociales se figent de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les inégalités sont de moins en moins des inégalités de revenus et de plus en plus des inégalités de patrimoine. Quand je vous parle de mobilité moindre, mobilité sociale, mobilité géographique aussi, on voit qu'on est dans un monde qui n'aspire plus à davantage d'éloignement. Le monde qu'on a connu au début des années 2000, le monde de la délocalisation massive, excessive, même sans doute. On voit bien qu'aujourd'hui, toutes les logiques dont on entend parler, ces relocalisations, ces circuits courts, ces renouveaux des campagnes. Je vous rappelle que la population des campagnes aujourd'hui augmente plus vite en France que celle des villes, avec des économies peut-être un peu moins, enfin un monde un peu moins mondialisé et un peu plus régionalisé, avec effectivement des processus de production un peu moins éclatés à l'échelle de la planète. Et puis c'est un monde aussi de moindre mobilité au quotidien. Regardez le télétravail, regardez toutes les tendances du tourisme, regardez la défiance vis-à-vis des voyages en avion, tout ce qui est fait pour décourager l'automobile. Donc un monde de moindre mobilité. L'autre tendance lourde, c'est que nous rentrons dans un monde dans lequel la valeur viendra davantage de l'être mieux que de l'avoir plus. Et ça, c'est un monde dans lequel, du coup, la production, qui est en fait le vrai sujet par rapport à l'impact de l'économie sur le climat, le vrai sujet, c'est pas la croissance. Le vrai sujet, c'est la production matérielle. Et c'est pour ça que le débat sur la décroissance, il est stupide, puisque il y aura toujours une croissance économique, il y aura toujours de la création de valeur, mais qui viendra de plus en plus de l'être mieux que de l'avoir plus, et donc plus du service ou de l'économie de la solution que de l'économie de la production. Cette économie moins matérielle, vous la voyez aussi dans effectivement tout ce qui concerne la digitalisation, et puis vous le voyez aussi, regardez, moi je trouve que le cas du métaverse est assez intéressant, la façon dont on essaie de combler finalement tous ces espaces entre le monde physique et le monde numérique. Donc, une économie de la solution plus qu'une économie de la production, sachant que moi, ce que j'appelle l'économie de la solution, c'est grosso modo une économie de plus en plus circulaire et de moins en moins linéaire, dans laquelle la production de biens, leur achat, leur consommation et leur destruction sont de plus en plus remplacées par justement cette économie de la solution, de l'abonnement, de l'usage et du recyclage. Ce monde, il est aussi plus horizontal et moins vertical. La force compte moins que l'agilité.
Hein, la structuration de l'entreprise aujourd'hui, ce qui compte, vous le voyez bien, c'est pas d'être très gros, c'est d'être agile. Moi, c'est ce que j'appelle l'entreprise sumo, vous voyez. Alors, je me suis dit, ça doit déjà exister, mais j'ai regardé, j'ai cherché, personne n'a utilisé encore ce terme. Ça veut dire quoi, une entreprise sumo? Ça veut dire une entreprise puissante mais réactive, robuste mais agile. Un monde plus horizontal et moins vertical, c'est aussi un monde de moins en moins intermédiaire, moins intermédiaire dans l'entreprise. Vous voyez bien que les grands perdants du télétravail, par exemple, ce sont les échelons intermédiaires dans l'entreprise, tout ce qui est middle management. Vous le voyez aussi, c'est un monde moins intermédiaire dans les modes de consommation. Hein, le consommateur, aujourd'hui, il veut de moins en moins d'intermédiaires et il veut de plus en plus de relations directes avec les gens qui lui fournissent des produits, que ce soit pour l'alimentation, mais pas seulement. Le grand perdant, par exemple, des 2 dernières années, dans les magasins, c'est le vendeur. C'est-à-dire qu'en gros, les grandes enseignes, elles arrivent toujours à vendre par Internet, etc. Le grand perdant, c'est le vendeur. C'est un monde moins intermédiaire aussi dans la finance. Hein, on voit bien qu'avec... alors, c'est tout le débat sur crypto-monnaie, etc. Moi, j'ai une conviction, c'est que, évidemment, c'est une poursuite de ce qu'on pourrait appeler l'informatisation du monde et que, évidemment, ces crypto-monnaies est un avenir. Quand vous regardez ce qui a fait le succès d'Internet, des emails, des smartphones, du commerce en ligne, c'est quoi? C'est tout simplement le service que ça rend. C'est la commodité. Et ben, ce sera pareil pour les crypto-monnaies, puisque on verra bien que du coup, leur commodité les dotera d'une forme assez perfectionnée de liquidité, que le nombre d'utilisateurs ne fera qu'augmenter. Et donc, quand votre nombre d'utilisateurs augmente, vous devenez un moyen de paiement. Et donc, vous devenez à terme une réserve de valeur qui générera de toute façon de la confiance. Tout ça pour répondre, vous savez, aux fameuses critiques de gens qui vous disent « Ah ben non, les crypto-monnaies, c'est pas des vraies monnaies parce que ça remplit pas, comme on l'apprend en première année de cours d'économie, les 3 fonctions de la monnaie, valeur d'échange, réserve de valeur, etc., etc., etc. » Et puis, ce sera donc du coup, au final, évidemment, aussi un vecteur d'épargne. Est-ce que le monde dans lequel on rentre est un monde plus inflationniste? Non, c'est un monde dans lequel nous vivrons avec des prix plus chers. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? En fait, moi, ma conviction, c'est qu'on n'entre pas dans une longue période d'inflation, mais que nous sommes en train de nous installer, je dis nous, c'est l'économie mondiale, sur une base de coûts de production plus élevé qu'aujourd'hui. Et c'est important de faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que vous allez voir quoi l'année prochaine? Vous allez voir que l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, le rythme de la hausse des prix, va ralentir. Parce que toutes les composantes aujourd'hui de l'inflation sont en train de ralentir. Prenez les matières premières, prenez le prix des transports, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les prix vont baisser. Et donc, nous allons nous installer sur un niveau de coût de production durablement plus élevé pour l'économie mondiale. D'abord parce que même si les matières premières se stabilisent, elles vont rester chères. L'énergie va rester chère parce que le sous-investissement massif des 10 dernières années fait qu'on va, par exemple, rester durablement dans une situation d'insuffisance structurelle d'offres, par exemple, de pétrole. 700 milliards de dollars investis dans le pétrole au milieu des années 90, après le précédent choc. Aujourd'hui, on est à la moitié. Et il faut 4 ans, quand vous vous lancez dans un investissement pétrolier, entre le moment où vous creusez le premier trou et le moment où vous sortez la première goutte. Donc oui, l'énergie va rester durablement chère. Les énergies renouvelables sont des énergies qui sont moins denses que les hydrocarbures et qui sont plus alternatives, donc qui sont encore aujourd'hui plus coûteuses, même s'il y a des efforts. Et le nouveau nucléaire, qui sera, lui, plus cher. Alors, il mettra du temps à arriver d'abord et il sera beaucoup plus cher que l'ancien nucléaire. Donc, une des raisons pour lesquelles les prix vont rester plus élevés, c'est cette énergie qui va rester chère. Réévaluation des coûts logistiques aussi, parce que vous voyez bien que si vous produisez plus près, vous produisez quand même avec des coûts un peu plus élevés, notamment des coûts de main-d'œuvre un peu plus élevés. Que, effectivement, on voit bien que les entreprises ont été échaudées par la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et que ça fabrique quoi? Ça fabrique de la prudence. Et donc, vous voyez aujourd'hui des entreprises qui vont
non plus chercher à travailler en flux extrêmement tendu, mais à avoir plutôt 2-3 fournisseurs qu'un seul et à essayer de faire un peu plus de stock. Tout ça, ça a un coût. Alors les experts des cabinets de conseil vous disent oui, ça a un surcoût. C'est à peu près 5% de surcoût, cette façon de gérer les stocks. Et puis si vous rajoutez à tout ça l'idée qu'on est dans un monde qui va rentrer dans un monde de moindre concurrence fiscale. Regardez les grands accords internationaux sur la fiscalité des entreprises. Qu'on est dans un monde dans lequel, alors je ne sais pas, ça va peut-être vous paraître bizarre à votre niveau et compte tenu de votre secteur d'activité, mais dans lequel globalement il y a de moins en moins de concurrence. Et un monde dans lequel il y a de moins en moins de concurrence, c'est un monde dans lequel les prix sont forcément plus élevés. Donc, vous rentrez dans un monde aussi où la démographie, le vieillissement fait que vous allez rentrer dans un monde de main-d'œuvre plus rare, donc que vous allez devoir payer plus cher, et de coûts logistiques aussi qui vont être plus chers et de transport plus chers. Donc globalement, ça ne veut pas dire qu'on rentre dans un monde où vous aurez 5, 6, 7, 8% d'inflation par an, mais c'est un monde qui aura une base de coûts de production plus élevée qu'aujourd'hui. C'est un monde, le monde qui est déjà quasiment le monde d'aujourd'hui, dans lequel le capitalisme gagne du terrain, mais la démocratie en perd. Il n'y a plus aujourd'hui l'opposition qu'on avait connue entre, vous savez, un peu les régimes autoritaires, un peu socialistes, un peu planifiés, et les démocraties capitalistes. Aujourd'hui, le capitalisme a gagné à peu près partout, mais vous avez des régimes autoritaires capitalistes qui montent incontestablement en puissance. Aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était 5% de l'économie mondiale qui était réalisée par des régimes capitalistes autoritaires. Aujourd'hui, c'est à peu près 30%. Le monde dans lequel nous allons, c'est un monde aussi davantage centré vers le Pacifique que vers l'Atlantique. Bon, j'ai déjà évoqué la question, je n'y reviens pas dessus, avec ce basculement finalement vers un G2 États-Unis-Japon dans lequel l'Europe aura bien du mal à rester dans la course. Et puis la question, c'est évidemment, toutes ces tendances, elles étaient déjà à l'œuvre. Il y a eu 2 événements majeurs en l'espace des 2 dernières années qui ont quand même bouleversé évidemment la donne. C'était le Covid-19 et la guerre en Ukraine. Le Covid-19, on pensait, et ça a été quand même tout ça des chocs psychologiques majeurs, puisqu'on ne pensait plus qu'on pouvait être fragilisé par des épidémies. On pensait qu'on était capable de surmonter ça et on ne l'a pas été. Et on ne pensait plus jamais qu'il y aurait la guerre en Europe, et il y a la guerre en Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 2 événements en fait ne nous emmènent pas dans un monde fondamentalement nouveau par rapport à celui que je vous ai dessiné et dont les contours se dessinaient déjà avant ces crises-là. Le monde d'après-crise sanitaire, le monde d'après-guerre, il n'est pas différent de celui qu'on envisageait avant. Simplement, il va arriver beaucoup plus vite. Prenez par exemple la transition numérique. Vous voyez bien qu'avec la crise sanitaire, les entreprises ont fait en 2 ans ce qu'elles auraient fait normalement en 7 ou 8 ans. C'est vrai aussi sur le plan énergétique. Regardez la transition énergétique qu'on nous impose avec la guerre en Ukraine. Qui aurait dit que les Allemands, qui aurait dit que l'Europe devrait se passer aussi vite du gaz russe que ce à quoi on a abouti aujourd'hui comme objectif. Et puis, transition géographique aussi accélérée avec une diversification accrue des chaînes de valeur et des fournisseurs de matières premières. Et quand même, on voit bien une défiance vis-à-vis des régimes autoritaires. C'est ce que Janet Yellen appelle le friends trade, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus commercer entre amis et se recentrer sans doute sur l'OCDE. Tout ça, donc, ce sont des accélérateurs de transformation. Vous savez que les périodes comme celle qu'on vit, en général, il y en a à peu près une par siècle, voire tous les 2 siècles, et que ça dure 10, 20 ans, avec toutes les problématiques de monde qui disparaît, de monde nouveau qui a du mal à émerger. Là, on va sans doute gagner 5 ou 10 ans sur une transition qui va peut-être durer 5-7 ans et au lieu de durer 20 ans. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Rappelez-vous qu'après la grande peste du XIVe siècle vient la Renaissance. Rappelez-vous qu'après la grippe espagnole arrivent les années folles. Donc, je pense que les perspectives pour les années à venir sont quand même extrêmement stimulantes. Merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long.